28 septembre 2009. Assez. Depuis que je suis en âge de m'intéresser à la politique, je ne peux que constater la médiocrité de ses acteurs et de ses commentateurs. Si par malheur se dresse tout à coup un homme d'État, alors c'est l'hallali. L'équation est simple. Qui peut le moins ne peut pas le plus. C'est avec effarement que j'ai observé la vie politique sous De Gaulle. Comment ne pas penser à Gulliver, le héros de Swift qui est enchaîné par la foule des nains sur la plage de Lilliput. Nous avions là un géant de l'histoire. On l'a traité comme un quelconque docteur Cueil. Par bonheur, des fous ont essayé de l'assassiner. Ce qu'il l'a grandi, s'il se pouvait. L'héros appelle le sang. En tirant sur lui, les factieux étaient contre-productifs. Non seulement on découvrait qu'ils ne savaient pas tirer, ce qui est un comble, la plupart étant des militaires, mais encore, ils le haussaient d'attentat en attentat. Faut-il être sot tout de même pour ne pas comprendre cela? Et puis, il eut les débats parlementaires. À chacun d'eux, je pensais au mot de Bismarck. Je ferai tuer le parlementarisme par les parlementaires. Triste, vain, sinistre. Vae victis, lança Brennus aux Romains en jetant son épée dans la balance, où se pesait l'or destiné à acheter le départ des Gaulois. Voilà qui était noble, puisque ce malheur aux vaincus laissait entendre qu'ils étaient à la merci du vainqueur. Là, la démocratie a tout renversé, puisque c'est l'opposition réduite à l'inactivité qui a le pouvoir de la parole, le ministère de la parole. Dès lors, quiconque gouverne est aux prises avec ceux qui, ayant été défaits par les urnes, prennent leur revanche au moyen des médias. C'est ce qu'il advint en général de Gaulle. Quoi qu'il entreprît, rien n'allait aux yeux de ceux qui, par leur impéritie, avaient été incapables de conserver le pouvoir. Avec le recul, je reste ébahi devant la violence des attaques, des critiques, des coups bas lancés par ses adversaires. À telle enseigne que j'en viens à me demander si la République, telle qu'elle se pratique en France, n'est pas un monstre composé d'un surmoi révolutionnaire qui pèse sur les Français, droite et gauche confondues, et philosophiquement compliqué par une haine religieuse qui s'est peu à peu transformée en haine de soi. Le Français est si conservateur que 2 siècles après la Révolution, il garde la nostalgie des fastes de la monarchie, tout en étant prêt à dénoncer la tyrannie, l'absolutisme et autres fariboles qui se colportent dans les livres d'histoire. À la lettre, il est double. Non pas schizophrène à proprement parler, mais double, c'est-à-dire avec un subconscient très ancien et qui lui convient à merveille, sur lequel repose un inconscient délétère, sujet à l'air du temps, à la mode et à la dernière idée en vogue. À quoi la République oppose ses valeurs? L'ennui, c'est que ces valeurs changent, telle défendant la liberté, telle autre la fraternité, telle autre encore l'égalité. Ce qui nous vaut, hélas, 3 partis, 3 factions, 3 manières de voir et de croire, puisqu'il est bien connu que si d'aventure on essaie de concilier ces 3 valeurs, substituées aux 3 vertus théologales qui avaient cours sous l'Ancien Régime, à savoir la foi, l'espérance et la charité, elles se montrent irréconciliables, sauf à se payer de mots. Ces valeurs républicaines ne peuvent se soutenir que séparées, et non pas jointes. De là, me semble-t-il, ce malaise permanent qui affecte les Français et fait d'eux le peuple le plus imprévisible, le plus ingouvernable, le plus ennuyeux de la terre. Qu'est donc devenu ce qu'on appelait autrefois l'esprit français? Qu'est donc devenu l'élégance? Et quid de la culture, de l'éducation, de ce qui faisait le charme de notre pays? De Gaulle a dû affronter tous ces désagréments. Il a réussi l'impossible, nous redonner la fierté de ce que nous étions. Goethe, que je citais hier, mettait en avant de toute autre considération: le conflit entre la foi et l'incrédulité, pour expliquer le grand ressort de l'histoire des hommes.
De Gaulle était l'homme des cathédrales, du sourire de l'ange de Reims et de tous les suppliciés. Ses adversaires sont les hommes des HLM, rien de plus. De leur part, nul élan, nulle vision, aucune illumination. Ils sont du parti de l'incrédulité. De Gaulle en appelait à la foi, et tout contraint qu'il était par les lois de la laïcité à se taire sur sa foi, il agissait en preux chevalier. Voilà pourquoi j'ai appris à l'aimer. Ce ne fut pas facile. Les hommes de ma génération ont été enfants sous le régime de Vichy. Ils ont chanté chaque matin « Maréchal, nous voilà !» Ils ont même reçu une carte de remerciement signée par Philippe Pétain. Et s'il leur advenait de croiser dans la rue une personne décorée de la Légion d'honneur, il leur était recommandé de se découvrir, car nous portions le béret, au motif que cette personne avait peut-être combattu à Verdun, dont le maréchal, nous l'a-t-on assez répété, fut le vainqueur glorieux. Puis du jour au lendemain, j'exagère à peine, tant les reniements paraissent rapides, nous apprîmes que Pétain était un traître et de Gaulle un héros. Jeu de rôle. À 12 ans, ces choses-là sont rudes à entendre. Et d'autant plus rudes que, pour ce qui me concernait, je n'avais pas souffert de l'occupation. Je vis là un abus de pouvoir, quelque chose d'incompréhensible qui heurtait une certaine idée que je me faisais, sinon de la France, du moins de l'histoire. Jusque-là, en effet, les héros que l'on m'avait proposés ne prêtaient pas à confusion. Héros ils furent, héros ils restaient. Aujourd'hui encore, pour faire court, je ne suis pas convaincue que Philippe Pétain ait eu tort de bout en bout. Que pouvait-il faire devant la carence des politiciens de la Troisième République, devant la défaite de nos armes, en dépit d'une résistance farouche de nos troupes, quelques 110 000 tués en 3 semaines, et devant un pauvre peuple jeté sur les routes au moment de l'exode? Facile, très facile après coup de critiquer. Il est vrai que les Français sont devenus si négatifs, si pessimistes, qu'ils ne savent que critiquer. Après quoi, il y eut les dérives de ce régime, mois après mois, de la question juive à la création de la milice, mais tout cela je l'ai appris par bribes, à mesure que les affaires apparaissaient, que les procès étaient instruits. Je l'ai découverte par bribes, cette histoire sombre et douloureuse, parce que le trait de génie de Gaulle aura été, Paris à peine libéré, de déclarer tous les Français ses compagnons, afin d'éviter les grands déchirements que 4 années de privation, de peur, de silence risquaient de provoquer. Les règlements sommaires qui eurent lieu dans les jours qui suivirent la libération ne furent rien au regard de tout ce que tout le monde craignait. Ne fût-ce que par la présence d'une puissante armée communiste dans le Limousin. Non seulement De Gaulle sut rétablir très vite la paix civile à l'intérieur, mais aussi porter nos armes où il fallait pour que nous puissions apparaître en vainqueurs à la reddition de l'Allemagne, ce qui nous valut un siège permanent à l'ONU. De cela et de bien d'autres choses, on ne lui sut aucun gré. Il fut traité comme un politicien, rien de moins, rien de plus, à telle enseigne que François Mitterrand, devenu à son tour président de la République, fut amené à parler à Berlin de la guerre des Alliés. Pas un mot sur De Gaulle. À qui s'en étonna, il fit cette réponse pleine de mépris. Je n'avais pas à célébrer un chef de parti. Comment voulez-vous, après cela, que les Français puissent avoir encore quelque considération pour ceux qui nous gouvernent? Pauvre pays, pauvre peuple, les voici dirigés, non entraînés, non abusés par des politiciens de la pire espèce, menteurs, médiocres, veules. Je sais, en écrivant cela, on va m'accuser de céder au populisme, antichambre, à ce que j'ai compris du fascisme. Ah, comme l'injure va bien à ceux qui n'ont aucun argument intéressant à verser au débat. Et le débat, j'y reviens, et j'y reviendrai tout au long de ces pages, tourne autour du conflit qui oppose la foi et l'incrédulité. Car s'il devait avoir lieu, il conviendrait de poser une seule question.
Où donc est la beauté que nous laisserons à nos descendants? Où sont les bâtisseurs de cathédrales? Où sont les grandes œuvres qui fédèrent et portent un peuple? Que sont devenus les compagnons du devoir, ces aristocrates du travail, charpentiers, tailleurs de pierre, sculpteurs, tous parfaits artisans d'un ciel avec le monde réconcilié? Où le Péguy de la cathédrale de Chartres? Où le Claudel des grandes odes? Mon Dieu, que sommes-nous devenus? Il faut du temps pour devenir gaulien, parce qu'il faut du temps pour apprécier comme il le mérite notre beau et noble pays. Beau et noble pays à l'image si brouillée aujourd'hui, si déchirée, alors qu'il faudrait si peu pour qu'il recommençât à rayonner.